Salut à tous, c'est Jérémy de Ça fait un bail, le podcast pour lancer votre projet immobilier. Aujourd'hui, c'est la grande révélation du projet de château dont j'ai parlé sur plusieurs épisodes, sur d'autres podcasts, sur LinkedIn, sur Instagram, et je ne vous ai pas encore beaucoup montré de choses et je ne vous ai pas raconté comment ça s'est passé. C'est un investissement qui est hyper étonnant, qui plaît autant aux enfants, aux jeunes, aux moins jeunes, à mes grands-parents. On peut vraiment en parler à tout le monde. Il y a un imaginaire énorme autour du château. Et il faut rester jusqu'au bout parce que je vais vraiment vous raconter, je vais vous faire un guide de comment investir, rénover, acheter et opérer un château, le rentabiliser. Donc on va passer par pourquoi on s'est décidé à acheter un château, quels sont les avantages, les inconvénients, comment on finance un tel projet aussi ambitieux quand on n'a pas forcément même la capacité d'emprunt pour emprunter des millions d'euros, et surtout quelles sont les différentes stratégies à haut rendement pour pouvoir opérer un château comme celui-ci et le rentabiliser. Donc je peux vous raconter un peu le début de l'histoire, où est-ce que ça germe dans mon esprit. Moi j'ai commencé, comme vous le savez, avec de la colocation, donc un projet de coloc où on m'a dit que c'était impossible et que j'y arriverais pas et que c'était trop de galères, etc. Je finis par le faire et ça se passe bien. Ensuite, je fais un deuxième projet qui se veut beaucoup plus ambitieux, où j'essaye de faire du co-living de 24 chambres, un truc énorme. Et ce projet s'est cassé la figure. Donc c'est vraiment un coup dur pour moi. Je retourne du coup sur un projet que je connais, des choses que je sais faire. Donc je refais une coloc au même endroit, de la coloc 4 chambres dans le 77. C'est un peu ma niche. Et en fait, c'est toujours intéressant. Je sors 1000 euros de cash flow par appartement, donc c'est chouette. Mais je me dis, ok, si je lance un troisième, je vais m'ennuyer. En plus, j'ai l'objectif de pouvoir documenter, de pouvoir vous raconter des choses, de vous montrer des stratégies différentes. Donc je me promets que le prochain investissement, c'est un investissement qui va me permettre de vous faire des épisodes chouettes comme celui-ci. J'avais vraiment la sensation de beaucoup en fait parler d'immobilier et de pas assez faire. J'avais pas fait d'investissement depuis 2021. Bon, j'investissais quand même en SCPI, j'investissais en crowdfunding IMO, dans des petites choses comme ça. Mais là, j'avais vraiment envie d'avoir un projet ambitieux et de le monter vraiment avec vous, en faire un projet humain et collaboratif. Je cherche donc ce projet. J'analyse un peu les meilleures strates des invités qui viennent sur le podcast. Et là, je crois qu'on est en 2020. Je vais pas à l'anniversaire, au mariage d'un de mes meilleurs amis, Louis, qui nous écoute d'ailleurs. Je lui passe le petit big up. Et en fait, dans ce mariage, moi, je réalise que c'est très cher de louer un lieu comme celui-ci, plus de 10 000 euros le week-end. Je regarde un petit peu les annonces de corps de ferme dans cette région. C'était en Normandie. Et je vois qu'on peut acheter des corps de ferme à 200 ou 300 000 euros, alors avec beaucoup de rénovation. Et je me dis, ok, on est vraiment sur une martingale, on peut faire quelque chose d'énorme, même si ça demande énormément de travail. Et c'est comme ça que débute un peu l'idée, que l'idée germe dans ma tête. Du coup, je commence à visiter des biens, notamment avec des amis proches, mes meilleurs amis d'enfance. On visite des biens dans le 77, un peu plus loin, vers la Champagne, etc. Souvent des corps de ferme avec énormément de travaux. Ça fait un peu peur d'avoir autant de travaux. Finalement, ça avance pas. Il y a mes amis qui sont plus difficilement finançables pour des raisons perso, avec l'arrivée de bébés, avec des changements de taf. Et c'est un peu synchronisé avec ma rencontre avec Martin, donc Martin Ménez de Bivouac, qui était à la fois l'un de mes premiers invités. Ça a été longtemps les épisodes les plus écoutés de Ça fait un bail. On avait eu un énorme match sur les valeurs. On a à peu près le même âge, les mêmes envies, je pense, des passions communes, notamment pour la vieille pierre, pour l'immobilier, en fait l'envie de magnifier une belle pierre, de rouvrir les portes d'un bâtiment. Lui, il voulait plutôt faire de l'hôtel, et moi je lui parle de ce projet de lieu événementiel pour faire du mariage, pour faire du séminaire. On compare un peu les BP et on se dit que à prix égal, on a peut-être moins de boulot et moins de gestion sur un bien de séminaire et de mariage que sur un hôtel. Donc on se décide à faire des visites ensemble, on confirme notre volonté de bosser ensemble, et là c'est le début d'une belle aventure, puisqu'on fait... alors au début on se pose, la première chose qu'on fait c'est qu'on se pose et on se dit ok, c'est quoi les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement avant de se lancer. Donc le premier avantage, il est assez évident, c'est que c'est clairement plus fun
d'acheter un château que d'acheter un T2 à Saint-Étienne. Le deuxième, c'est qu'en tant que passionné d'histoire, pouvoir rouvrir un monument historique, le rouvrir au public, etc. On a le sentiment de participer à une belle mission. On trouve souvent des châteaux sur des très grands domaines, et ça, c'est aussi un avantage. On se dit, voilà, on veut acheter beaucoup de mètres carrés. Il y a peut-être un kiff un peu ego trip sur ce point-là, mais il y a une phrase de Mark Twain qui dit Buy land, they're not making it anymore. Et c'est un peu ce truc-là de se dire, voilà, là, c'est l'opportunité d'acquérir un bout de France, quoi, un bout d'histoire, et ça nous fait vibrer. Il y a aussi pas mal d'avantages au niveau des subventions, au niveau fiscal. On se dit que ça peut être aussi, ça peut rentrer dans la balance. Donc ça, c'est un peu les avantages qu'on voit, et on se dit que ça sera une belle manière de créer une aventure humaine, d'associer le maximum de monde et de partenaires à ce projet. Maintenant, les inconvénients, et ils sont assez nombreux aussi, ça se fait pas facilement. Évidemment, la rénovation de ces bâtiments, elle coûte hyper cher, elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus complexe, et ça, nous, on a l'habitude, on a acheté à nous deux des dizaines d'appartements avec Martin. Encore plus pour Martin, il a accompagné des centaines et des centaines d'investisseurs en clé en main avec Bivouac, et donc je pense on a acquis une très très bonne expertise sur des appartements du studio au T5, T6, mais on n'a jamais fait un projet de cette ampleur, de plusieurs milliers de mètres carrés, et du coup, évidemment, ça, c'est quelque chose de complètement nouveau pour nous. Il y a aussi les réglementations qui sont beaucoup plus strictes quand tu es aux abords des monuments historiques. Il y a énormément de contraintes et de documentation, des choses qu'il faut respecter. Et le dernier point, je pense, dans les inconvénients, c'est qu'il faut véritablement une équipe dédiée pour lancer un projet comme celui-ci, à la fois pour l'entretien, des intérieurs, des extérieurs, et on réalise que ce n'est pas en fait un investissement immobilier qu'on est en train de faire, mais c'est véritablement de lancer une nouvelle boîte. Et je pense que ça va dans l'axe de ce podcast. Je vous ai dit qu'en 2023, avec des taux à 5%, c'est plus difficile d'investir, il ne faut pas le cacher. C'est dommage d'investir à 7% quand on emprunte à 5%, donc il faut aller chercher des taux de rentabilité beaucoup plus élevés. Ça, le château, c'est clairement une manière d'aller chercher des rentas qui sont très, très élevés, parce que combien ça coûte finalement de passer combien on est prêt à payer pour passer un week-end qui sera complètement unique avec tous les gens qu'on aime, que ce soit du séminaire ou du mariage, créer une belle expérience autour de ça, ça peut être vendu très très cher, et c'est ce qu'on a l'intention de faire. On démarre donc les recherches avec Martin, et on se dit, voilà, comment on fait finalement pour acheter un château en France? Donc on commence avec les outils qu'on connaît, des sites d'annonces immobilières classiques. On réalise que sur Le Bon Coin, Se Loger et des sites un peu plus premium, on a des annonces de châteaux. Donc moi, la première chose que je fais, c'est que je mets une alerte sur Le Bon Coin. Il y a un truc très pratique sur Le Bon Coin qui est le OR. En gros, tu peux te mettre une recherche château, OR, corps de ferme, OR, manoir, OR, abbaye, OR, mariage. Et je me mets tous ces mots-clés sur Le Bon Coin. Et dès qu'il y a un truc qui sort à un prix, je m'étais mis maximum 900 000 euros avec une surface de terrain de minimum 5000 m², je crois. Donc 5 hectares. Non, j'avais mis ouais, c'est quelque chose comme ça. Et ça me permettait d'avoir des annonces qui sortent. Ensuite, je les analysais. Clairement, il y avait sur 50 annonces, il n'y en avait pas 2 qui me semblaient intéressantes. Donc on a analysé, on avait vu passer des milliers d'annonces, on a analysé une petite centaine d'annonces, et on a fait des dizaines de visites avec Martin. Il y a d'autres manières, évidemment, de trouver des châteaux. Il y a la première qui est de contacter des agences immobilières qui sont notamment spécialisées dans ce type de biens. Je pense à Deniel Immobilier ou Patrick Bess. Il y a même des chasseurs de châteaux. C'est quand même un chouette métier, chasseur de châteaux, comme Château et Patrimoine. L'objectif avec ces personnes-là, c'est de tisser une relation suffisamment forte avec eux pour que quand il y a un château qui sort et qui soit intéressant et qui réponde aux critères qu'on a fixés, et on va parler des critères qu'on s'est fixés, il faut être le premier à être appelé. Et ça, de toute façon, c'est le game de l'immobilier pour avoir des bonnes affaires, du relationnel avec des gens qui sont bien connectés, que ce soit des notaires, des agents IMO, et ensuite avoir créé cette bonne relation qui te permet de visiter dans les premiers et de faire une offre rapidement. Il y a d'autres types de biens intéressants.
qui peuvent être analysés, c'est tout ce qui touche aux églises, aux abbayes. Chaque année, il y a une vingtaine, j'avais lu cette info, une vingtaine d'églises d'abbayes et de chapelles qui étaient abandonnées et mises en vente. Il y a un site qui s'appelait l'Observatoire du patrimoine religieux qui te permet aussi de voir ces biens qui sont vendus. Et le dernier point que je m'étais noté, c'était l'État qui met en vente des biens immobiliers sans succession. Donc ça te permet de rentrer dans des enchères et de pouvoir potentiellement acquérir des biens à des prix intéressants. Ça s'appelle le site des ventes du domaine. Vous tapez vente du domaine sur Google et vous allez tomber dessus. C'est une petite pépite, vous pouvez trouver pas mal de choses. Et je vous mets évidemment toutes les références dans la description de cet épisode. Donc voilà un peu les différentes manières de trouver un château. Maintenant, une fois qu'on a trouvé des annonces, il faut évidemment cibler ces critères pour pas aller visiter n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on s'était dit avec Martin ? On s'est dit moins de 2h30 de Paris, parce que notre cible, c'est principal, et ça ne sera pas 100% des mariés, mais c'est un couple parisien ou région parisienne qui veut se marier dans un très joli endroit, à moins de 2h30 de Paris. On veut évidemment pas de voisinage, ça c'est le deuxième critère, que des voisins trop près, nuisance avec le bruit, les klaxons, etc. Et tu peux vite te retrouver avec des problèmes toutes les semaines, et ça c'est hors de question pour nous. Il nous faut du terrain, on veut au minimum 4 hectares pour pouvoir à la fois garer des voitures, avoir des beaux espaces extérieurs, avoir des grands bâtiments. Ça c'est un critère aussi, on voudrait avoir au minimum 30 couchages pour en faire un lieu où tu puisses rester, dormir, et c'est souvent ce que tu as envie quand tu es en mariage, et aussi pour pouvoir faire des séminaires de 2 jours sur place. Et un des trucs les plus durs à trouver, c'est qu'il y a une très grande pièce intérieure pour pouvoir accueillir des réceptions d'environ 150 personnes. Donc ça peut être une grande pièce d'un château, ça peut être aussi une dépendance ou une grange. Et ça, c'était vraiment nos critères. Petit à petit, on a fini par affiner nos critères au fil des visites. Un de nos critères était qu'on ne voulait pas acheter une ruine. On pensait au début acheter une ruine. Il y a un peu ce phénomène qu'on appelle le ruin porn, où les gens adorent sur les réseaux voir des très vieux bâtiments très anciens en ruine qu'on va essayer de retaper, etc. Mais ça coûte des millions, voire des dizaines de millions d'euros de remettre sur pied ce genre de château. Donc vous ne laissez pas avoir avec des annonces qui ont l'air hyper sexy, mais finalement, ça va vous coûter 10 fois le prix en travaux. Il y a dans ces critères, il y a aussi évidemment d'éviter d'avoir à refaire complètement les charpentes et les toitures. On cherche quelque chose qui soit sain dans le bâti, dans les charpentes, les toitures, où il n'y ait pas de mérule. Je ne sais pas si on a déjà parlé de la mérule, mais c'est un champignon qui s'attaque au bois et qui peut faire effondrer un bâtiment. C'est très régulier dans les châteaux qui ne sont pas habités, qui sont très humides dans certaines régions. Donc attention aussi à la mérule. Les bonus un peu qui peuvent apparaître et qui peuvent être intéressants si vous cherchez ce type de bien de très grande propriété, c'est évidemment la proximité à une gare TGV, la possibilité d'installer des cabanes ou des logements atypiques sur le terrain, de pouvoir développer une nouvelle activité. Et ça aussi, c'est des choses qu'on regardait. La première visite, je vous raconte la première visite qu'on fait avec Martin. C'était à Cerisy-Belle-Étoile, une abbaye en ruine, où c'est vraiment le premier bien. C'est pas la première visite qu'on fait, mais c'est le premier bien où on a envie de se positionner, où on a un coup de cœur. On arrive sur ce terrain après des galères pas possibles en voiture, etc. Et je vous dis pas vraiment le boulot de l'immobilier, c'est aussi d'être sur des petites routes et de se retrouver avec la voiture dans la boue, à plus pouvoir démarrer. Et c'est vraiment on s'est retrouvé avec nos bottes en caoutchouc à essayer de se démener et de sortir cette voiture. On arrive dans ce domaine, on a comme un très bel hôtel particulier et une ruine d'abbaye, plus 2 ou 3 bâtiments très modernes, mais complètement en ruine aussi, mais qui ont été faits un peu en préfabriqué il y a une vingtaine d'années. Et on se dit, ok, c'est parfait. On a ces bâtiments qui pourront être des couchages. On a ce petit hôtel particulier château qui permet d'être les couchages pour la famille proche. Et on a cette abbaye en ruine. C'était vraiment des arches magnifiques en extérieur, qui sera un lieu de dîner ou de déjeuner en extérieur, un lieu de photo pour les mariages. Et ça nous semblait idéal. On se positionne sur ce
sur ce lieu, on fait toutes les analyses, etc. Et pour vous donner un peu les infos, pourquoi ça n'a pas matché, pour 2 raisons. Premièrement, on n'avait pas d'endroit suffisamment grand pour mettre un parking d'une centaine de voitures. Et oui, ça prend beaucoup de place de mettre une centaine de voitures et on ne voulait pas les mettre pile devant le château, ça n'avait aucun sens, il fallait qu'on garde le charme du lieu. Donc ça, c'était le premier élément. On a essayé d'acheter un champ à côté, ça, on n'a pas réussi. Et le deuxième élément, c'était qu'il y avait énormément de travaux. Tous les planchers à refaire. C'était une ruine assez folle. Pour ceux qui regardent cet épisode sur YouTube, vous pouvez aussi regarder la plupart des épisodes de Ça fait un bail sur la chaîne. Donc je vous invite à aller vous abonner. Je mets des images du château. Ici, je vous mets des images de l'abbaye de Belle-Étoile qui est assez incroyable. Et je vous invite vraiment à vous abonner sur la chaîne YouTube. C'est hyper important. Et ça peut, voilà, si vous écoutez en voiture, etc., c'est plus sympa de l'avoir en podcast. Si vous êtes chez vous, vous avez un peu plus de temps ou d'attention, vous pouvez regarder sur YouTube. J'en viens à la pépite qu'on a trouvée, le château sur lequel on s'est véritablement positionné. C'est le logis de Fontenay. Pareil, je vous mets des images sur YouTube. C'est un château, un ancien château qui a plus de 800 ans d'histoire. Il appartient à la même famille depuis 400 ans. Donc quand on y va et qu'on discute avec la famille, c'est des histoires qui peuvent durer des jours et des jours. C'est complètement incroyable. On a l'impression de vraiment rentrer dans cette histoire, de participer à ça et c'est hyper chouette. On a un bâti qui est en très très bon état parce que les gens y habitent. Donc dès qu'il y avait un coup de vent, qu'il y avait une tuile qui sautait, et ils allaient. Il y a le couvreur qui passait dans la semaine, ce qui permet qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau, que la charpente elle soit en bon état. Donc ça, c'est un critère qui est coché. On a 12 hectares de terrain. On a une rivière, on a une forêt, on a un moulin, même s'il est en ruine. Mais c'est un petit plus. On se dit qu'un jour, on pourra peut-être faire retourner ce moulin en installant une turbine et faire notre propre hydroélectricité. Il y a plus de 1200 mètres carrés habitables sur 6 bâtiments. Et la localisation, elle est assez atypique. On ne s'attendait pas à acheter en Sarthe. Et en fait, là, on est tombé aussi amoureux de cette région. On est à 1h06 en train de Sablé-sur-Sarthe. Après, il faut 15 minutes en navette. Donc, en moins d'1h30, on peut être sur place de Paris, ce qui est vraiment chouette. Il y a une grande grange qui peut accueillir près de 200 personnes assises. Et on peut, je pense, dans les différents bâtiments de ce bien, faire plus de 45 couchages. Donc là, on arrive vraiment à tous les critères qu'on recherchait. Le petit bonus, c'est que c'est un château qui a été un lieu de tournage pour de nombreux films. Il y a notamment L'Homme au masque de fer qui a été tourné en 1997. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà vu ce film. C'est avec Leonardo DiCaprio, avec Gérard Depardieu, avec John Malkovich. Et c'est hyper touchant de se dire que dans ce salon-là, ils ont été assis Depardieu et Leonardo DiCaprio. Et c'est un truc sur lequel on peut aussi vraiment communiquer. Donc on est hyper content qu'il y ait aussi ces petits avantages. Évidemment, il y a toutes ces photos sur la vidéo YouTube. On commence à avancer, on se fait cette visite avec Martin. On a trouvé l'annonce avec un de nos agents immobiliers qui nous a appelés pour nous faire visiter. Il y avait déjà quelqu'un qui s'était positionné sur ce bien. Ils n'ont pas eu le financement. Là, c'était l'occasion de se positionner. On l'a fait très très vite. On a eu un énorme coup de cœur lors de la visite avec Martin. On a tout de suite réalisé qu'à la fois, il y avait une ambiance qui se dégageait, qui était folle, et que tous les critères, on cochait tous les critères. Vient ensuite le sujet du financement. Et le financement, pour un projet comme celui-ci, il n'est pas évident. Il va falloir quelques millions d'euros. Et du coup, premièrement, il y a évidemment la banque. La banque, elle va te demander à peu près 20 à 30% d'apport. Donc les 20 à 30% d'apport, on met une partie avec Martin en perso et on se dit comment faire pour aller chercher le reste. Je ne vous ai pas donné le prix du château, c'est ce qui vous intéresse probablement. C'est un château qu'on achète 780 000 € avec les frais d'agent et en travaux. Avec les travaux, c'est un projet global qui va coûter 2,2 millions à 2,4 millions. Donc c'est quand même un projet conséquent. Donc sur l'apport, il nous faut à peu près 650 000 €. On se retrouve à chercher des solutions et la première solution, c'est de faire rentrer des gens au capital, de se dire, nous deux, avec Martin, on est déjà très complémentaires. Martin, il a fait une école d'ingénieur dans le BTP.
Moi, j'ai plus bossé sur la partie marketing et sur la partie média. Lui, il s'est vraiment spécialisé en immobilier. Il a déjà monté une très grosse boîte avec beaucoup d'employés. Maintenant, si on s'associe avec des personnes qui rentrent au capital et qui ont aussi des choses à apporter, qui connaissent très bien le monde du séminaire et du mariage, qui sont peut-être influenceurs, qui ont des très grosses communautés, qui sont entrepreneurs, qui ont déjà acheté des châteaux, ça peut nous permettre deux choses, d'avoir des conseils, d'avoir de l'aide sur la communication, d'avoir de l'aide sur la partie travaux, etc. Personnes qui ont déjà touché des subventions, qui connaissent peut-être cette région mieux que nous. Et du coup, on organise un événement avec les invités du podcast Ça fait un bail. Vous avez vu passer sur les réseaux et sur Instagram notamment ces photos. L'objectif de cette soirée, c'était de faire rencontrer tous les invités du podcast, mais c'était aussi de leur présenter le projet et de leur permettre d'investir avec nous. Chose qu'on a fait. On a aussi communiqué sur LinkedIn et avec cette communication et cette soirée, on arrive à avoir plus d'1,4 million d'euros de promesses d'investissement. Donc avec Martin, on est complètement ouf. On se dit que vraiment, on a su créer un engouement autour de ce projet. Et ça, c'est la partie financement. Donc on a une partie d'apport en investisseurs privés plus en fonds propres et une partie de la banque. Là, c'est à cette étape-là du process qu'on en est. Donc on est en train de discuter avec toutes les banques. On a monté des dossiers bancaires. On a présenté les choses sous différents aspects. On a un aspect architecture à qui on a créé ce dossier pour les architectes, pour les monuments historiques, pour les ABF, etc. On a une vision du projet plus bancaire où on a présenté les différentes structures, etc. Je vais vous parler un peu de la partie fiscale et structure, pour ceux qui viennent jusqu'au bout de cet épisode. Et du coup, là en ce moment, on réunit un peu tous les partenaires, qu'ils soient bancaires ou autres, pour avoir les bons ouvriers, les bonnes conditions bancaires, les bons associés au projet, et on démarre la communication sur ce château. D'ailleurs, vous verrez sur Instagram des collabs entre Ça fait un bail et Château de Fontenay. Je vous invite à aller suivre la page, et aussi une page TikTok Un an un château qui va être créée. C'est là qu'on pourra suivre véritablement les aventures du château de Fontenay, de l'achat à la mise en location, en passant par évidemment la rénovation, qui va être, je pense, beaucoup de sueur, mais qui va aussi être une super aventure. Du coup, sur cette partie-là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'épisode parce que les prochaines étapes feront l'objet d'un nouvel épisode, mais il y a quand même la partie structuration qui peut vous intéresser. On a commencé par créer des holdings personnels avec Martin, ce qui nous permet ça faisait un moment qu'on voulait le faire pour pouvoir structurer notre patrimoine dans sa globalité, à la fois nos projets immobiliers et nos projets de business. On a ensuite créé une SAS, qui est une société d'exploitation. Et là, dans cette société d'exploitation, il va y avoir véritablement l'activité événementielle qu'on crée. C'est aussi là qu'on fait rentrer les investisseurs. Ils investissent dans une société. C'est un investissement en plus dans une start-up finalement que dans un bien immobilier. Et cette SAS, elle détient une SCI. Et dans cette SCI, il y a ce domaine, ce fameux château de Fontenay qui va être acheté. Donc voilà un petit peu la structuration globale. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans la description, mais si vous avez besoin d'en savoir plus, si vous avez des projets un peu similaires, si ça vous intéresse de participer à cette aventure, moi je vais vous mettre un lien surtout à la fin dans la description de cet épisode. Vous allez pouvoir nous dire pourquoi ça vous intéresse pour participer à un chantier collaboratif, pour investir, pour communiquer, pour avoir plus d'infos ou de photos, pour avoir peut-être une formation parce que vous aussi, vous avez envie de faire ce type de projet. Et ça va nous permettre de vous envoyer les bons contenus à partir de vos réponses. J'espère que c'est un épisode qui vous a plu. Moi, c'est vraiment un des gros projets qui en ce moment m'empêche de dormir. Donc, je suis ravi de le partager avec vous. Et voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si ça vous intéresse d'avoir plusieurs parties sur peut-être une fois tous les 2-3 mois sur cet investissement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.